Bonjour et bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, 15 décembre, permettez-moi de commencer par évoquer la mémoire de mon mari, Wang Yun, qui est mort jour pour jour il y a 10 ans d'un cancer dans un centre de soins palliatifs ici à Paris, un cancer contre lequel il luttait depuis 2 ans avec un courage qui forçait véritablement l'admiration. Et comme l'histoire personnelle n'est jamais très loin de l'histoire collective, surtout en contexte chinois, je me rappellerai toujours que dans le même temps, mais ce n'est que plus tard que nous avons pris la mesure, Monsieur Xi Jinping arrivait au sommet de la hiérarchie du Parti communiste chinois. Et la Chine et le monde et nous vivons sous sa férule depuis lors. Et je me suis souvent demandé ce que mon mari, Wang Yun, aurait pensé de cette Chine de plus en plus contrôlée, de plus en plus cadenassée, dans laquelle beaucoup d'entre nous avons du mal à nous reconnaître. Alors, je rappelle que la question qui nous occupe cette année est de comprendre pourquoi le mot civilisation, en chinois wenming, est si omniprésent dans le discours de l'omniprésident. J'entends par là, évidemment, le Xi Jinping susnommé. Alors, nous avons vu que l'omniprésident ne manque jamais une occasion de sortir la formule désormais consacrée des 5000 ans de civilisation continue, afin de revendiquer pour la Chine le caractère unique d'être la plus ancienne civilisation encore vivante aujourd'hui, comme il l'a fait, entre autres, face au président américain Donald Trump en visite à Pékin en 2017. Or, même des universitaires chinois qui sont enclins à démontrer que la Chine a les ressources requises pour proposer une alternative à la démocratie libérale, comme Bai Tongdong, même ceux-là ne sont pas prêts à gober tout rond la prétention selon laquelle la Chine serait la civilisation la plus ancienne et qu'elle serait continue depuis plus de 3000 ans avant l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. C'est ce que nous avons constaté en lisant la dernière fois le long article du professeur Bai Tongdong paru en 2021. Mais un point dans sa conclusion a retenu notre attention, à savoir la référence à la fameuse théorie du choc des civilisations de Huntington, théorie que Bai Tongdong donc récuse, comme le récusait le président Xi Jinping lui-même dans un discours de 2019 que nous avons évoqué la dernière fois, en réponse à la rhétorique américaine plutôt musclée de Madame Karen Skinner sous la présidence de Donald Trump. Alors, Madame Skinner qualifiait la Chine de, je cite, first great power competitor that is not Caucasian. Donc, la Chine serait donc le concurrent, la grande puissance concurrente, la première, qui ne soit pas caucasienne. En cela, elle opposait la Chine à l'Union soviétique, où quand même les Russes ils ont quand même le mérite d'être caucasiens, alors que les Chinois ne le sont pas, selon elle. Ce qui avait tout l'air, évidemment, de ranimer l'idée d'un choc de civilisation
que notre omniprésident s'est empressé de condamner comme stupide et désastreux. Mais au fond, pourquoi donc la Chine, que le reste du monde perçoit désormais comme une superpuissance, arrogante et sûre d'elle-même, pourquoi cette Chine, au fond, ne chercherait-elle pas à aller au choc frontal avec les États-Unis? Alors là, nous sommes dans de l'iconographie sans nuance. Bon. Alors, la théorie du choc des civilisations, dont je rappelle qu'elle a été formulée par ce professeur de Harvard, Samuel Huntington, il y a 30 ans, est venue en fait s'accompagner entre-temps d'une théorie encore plus frontale, à savoir celle du piège de Thucydide, en américain donc Thucydides' Trap. Alors cette expression est apparue pour la première fois le 6 avril 2017, en très gros sur une page du New York Times, le jour même de la rencontre entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Et cette expression du piège de Thucydide s'est trouvée développée dans un livre, encore un autre best-seller, également publié en traduction française chez Odile Jacob, qui, on dirait, s'est fait une spécialité de traduire les best-sellers américains. Alors, ce livre s'intitule en anglais Destined for War, c'est-à-dire destiné à la guerre, et en sous-titre, vous avez Can America and China Escape Thucydides' Trap? Donc, est-ce que l'Amérique et la Chine peuvent échapper au piège de Thucydide? Alors, c'est un ouvrage que nous devons à un autre professeur de Harvard, Harvard qui est décidément un petit peu l'équivalent de l'université Tsinghua à Pékin, qui fournit un petit peu le think tank, enfin pour les grandes idées géostratégiques en Amérique. Donc, ce professeur de Harvard s'appelle Graham T. Allison Jr., qui est né en 1940, vous le voyez ici à l'image. Alors, cet ouvrage, Destined for War, est bâti autour d'une big idea, comme les aiment les Américains, la grande idée. Alors, les grandes idées des think tanks américains, là je suis un petit peu taquine, mais enfin elles sont en général assez simples, elles sont faites pour être très accessibles et retenir l'attention du grand public, et ça fait toujours des best-sellers. Donc, alors selon cette big idea, donc les dirigeants américains et chinois, qui croient évidemment posséder assez de pouvoir pour être en pleine liberté d'action décisionnelle. Vous avez face à face un Donald Trump et un Xi Jinping qui chacun pense qu'il a les moyens de décider librement. Alors ces dirigeants seraient en réalité d'ores et déjà pris dans l'engrenage d'un piège historico-stratégique qui, même à leur corps défendant et même sans qu'ils le veuillent, les conditionnerait pour un affrontement, une confrontation probable. Alors, la référence théorique choisie par Allison, c'est en fait la guerre du Péloponnèse, voilà, donc remise au goût du jour. Donc, cette guerre du Péloponnèse qui a eu lieu entre Athènes et Sparte entre 431 et 404 avant l'ère chrétienne. Alors cette guerre du Péloponnèse, comme je pense vous savez tous, est un ouvrage dans lequel Thucydide, ce stratège et historien grec du 5e siècle avant notre ère,
exposait, donc il y a 2500 ans, la manière dont a pris forme le conflit entre Sparte et Athènes. Et il dit que ce fut, enfin en citant Thucydide, ce fut l'ascension d'Athènes et la peur que celle-ci instilla à Sparte qui rendirent la guerre inévitable. Alors, nous avons donc ici un schéma qui oppose une puissance établie, installée, une sorte de gardien du statu quo, qui évidemment voit arriver en face de lui, dans une certaine paranoïa, un perturbateur ambitieux, on pourrait dire, comme pour reprendre l'expression américaine, un challenger, donc, qui lui serait plutôt tenté par ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire une sorte d'orgueil démesuré. Et donc, Allison déduit de ce schéma une grille d'analyse pour comprendre l'avenir des relations entre la Chine et les États-Unis. Et donc cet auteur, Allison, pour montrer qu'il connaît un petit peu d'histoire tout de même, revoit un petit peu l'histoire donc du monde au cours des 500 dernières années et il relève 16 occurrences de ce qu'il nomme le piège de Thucydide. Alors ça passe par exemple par les rois de France et les Habsbourg qui se disputent la prépondérance européenne dans la première moitié du XVIe siècle. Ça peut être aussi le Royaume-Uni des années 1890 à la fin du XIXe siècle qui tente de freiner le formidable potentiel d'une Allemagne entreprenante jusqu'à finir par entraîner toute l'Europe dans les deux guerres mondiales. Donc, selon Allison, 12 fois, le piège a débouché sur la guerre et 4 fois seulement, la guerre a pu être évitée. Donc, maintenant, si on prend le couple antagonique États-Unis-Chine de ce début du XXIe siècle, est-ce que cette confrontation peut échapper à cette fatalité statistique? C'est-à-dire donc quand même il y a 12 chances sur 16 que la confrontation Amérique-Chine aboutisse à une guerre. Alors évidemment, le spectre de la guerre, en fait, alors du coup, en fait, ce sont les Russes qui ont anticipé en lançant leur propre guerre à eux, mais n'empêche que ce spectre de la guerre, en fait, se profile constamment. On parle beaucoup justement d'un risque de guerre à la suite du modèle, si j'ose dire, russe en Ukraine, d'une attaque chinoise sur Taïwan qui provoquerait donc une guerre à l'échelle mondiale. Bien. Alors, donc, au fond, les États-Unis représentent cette superpuissance, à la manière d'Athènes dans la Grèce ancienne, qui occupe une place hégémonique, de Sparte, qui occupe une place hégémonique dans le monde depuis la chute de l'Union soviétique et qui voit d'un très mauvais œil la montée en puissance de la Chine, perçue comme, nous le disions à l'instant, le principal challenger et, rappelons-le, le premier rival non caucasien, pour reprendre les aimables termes de Madame Skinner. Alors, la conclusion, c'est que les analystes américains semblent tout à fait incapables de penser la relation entre États-Unis et Chine autrement qu'en termes de choc ou même de guerre. Alors,
en face, la Chine, à travers son dirigeant unique, a très beau jeu, tout en se musclant technologiquement et militairement dans la réalité des faits. Elle a très beau jeu de s'évertuer à faire croire qu'elle représente une voie alternative, celle de la fameuse harmonie confucéenne, dont on ne cesse de nous bassiner, qui serait tout simplement dans les gènes de la civilisation chinoise, alors que la guerre, elle, et je cite quelque chose qui revient très souvent dans les propos des dirigeants et de ceux qui relayent leur discours, la guerre ne serait pas dans l'ADN des Chinois. Bon, alors, moi je dois dire que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on se demande bien comment la Chine a pu se constituer en un empire qui n'a eu de cesse d'être en expansion et qui a, après tout, réussi à perdurer pendant 2000 ans. Bon, enfin, ça, c'est juste une petite parenthèse que je me permets d'ouvrir. Bon, bien. Alors, dans tous ces discours destinés à contrer la rhétorique belliqueuse des Américains, notre Xi Jinping ne manque jamais une occasion de mettre en avant sa big idea à lui, sa grande idée, à savoir celle de la ceinture et de la route. Alors, c'est une traduction de l'expression en anglais Belt and Road Initiative, donc l'initiative de la ceinture et de la route, BRI, ou OBOR, c'est-à-dire donc One Belt, One Road, donc une seule ceinture, une seule route, ou autrement appelée plus familièrement l'initiative des nouvelles routes de la soie, ce méga-projet qui a été lancé par Xi Jinping dès 2013, c'est-à-dire tout de suite après son arrivée au pouvoir. Et donc, le président ne manque jamais une occasion de contrer donc le discours, disons, sur le choc des civilisations, avec cette idée que l'initiative de la ceinture et de la route est un moyen de promouvoir la coopération entre les nations et que, en fait, les nouvelles routes de la soie, comme les anciennes, avaient, selon lui, pour vocation de développer les canaux d'échange et de communication entre les civilisations. Alors donc, vous avez ici notre président qui, sur la photo, est encore jeune. C'est une photo qui a été prise il y a 10 ans, au moment où il lance cette initiative de Ita Eilo, c'est-à-dire donc une seule ceinture, une seule route. Et donc, ceci est pour contrer la vision d'un monde fragmenté en différentes civilisations chez Huntington. Là, vous avez le schéma civilisationnel de Huntington avec un code couleur selon les civilisations. Vous voyez que nous avons un monde en morceaux. Et à cette vision, Xi Jinping oppose celle d'un monde interconnecté. Mais évidemment, quand on voit un petit peu ce schéma du One Belt, One Road, on voit que justement toutes les interconnexions partent de la Chine, quand même. Bon. Et vous avez sur cette autre carte cette représentation plus actualisée des nouvelles routes de la soie, qui partent donc par la route terrestre du cœur de la Chine, et par la route maritime de la côte chinoise Fuzhou, qui est juste en face de Taïwan. Alors, la route terrestre, vous voyez qu'elle passe de manière très intéressante par Urumqi, c'est-à-dire la capitale de la région autonome, soi-disant, des Ouïghours. Alors, maintenant, vous mettez les deux choses ensemble et
et vous dites « Ah tiens, Urumqi, c'est là également qu'a eu lieu cet incendie qui a fait pas mal de morts dans une résidence bloquée par les restrictions sanitaires et qui a mis le feu aux poudres, si j'ose dire, des manifestations de fin novembre. Donc Urumqi, vous vous dites, tiens, voilà, hein, donc cette répression des Ouïghours aurait peut-être quelque chose à voir avec la construction de ces nouvelles routes de la soie. Les pauvres, ils se trouvent juste au début de la route, alors ils sont franchement mal placés, c'est pas de chance. Bon. Et vous voyez que cette nouvelle route de la soie terrestre aboutit donc en Italie, qui est une des principales têtes de pont de ces nouvelles routes de la soie chinoises en Europe, avec la Grèce, vous savez que les Chinois ont racheté le port du Pirée, avec la Hongrie de Viktor Orban, la Serbie, et plus récemment, on a découvert que l'Allemagne aussi était très empressée. Vous voyez ici sur la photo le chancelier Scholz qui s'est précipité en Chine à peine 2 semaines après la fin du 20e congrès du Parti communiste chinois, où le personnage à droite de la photo s'est bombardé président à vie. Donc, remarquable empressement du chancelier allemand qui voulait manifestement être le premier à aller congratuler le nouveau omniprésident à vie. Bon. Alors, dans la pensée et le discours de Xi Jinping, cette idée des nouvelles routes de la soie est systématiquement associée à son autre grande idée, Big Idea, formulée dès 2014, de ce qu'il appelle la communauté de destin partagé de l'humanité. Je reviens ici donc à l'exposé qu'a fait le président en mai 2022, donc tout récemment, lors de la séance du Politburo consacrée à l'archéologie que nous avons évoquée dans notre premier cours de cette année. Donc, au point 4 de cet exposé, le président insiste beaucoup justement sur cette notion de Renlei Mingyun Kongtongti, c'est-à-dire donc de Kongtongti, c'est-à-dire une communauté de Renlei Mingyun, d'un destin commun à toute l'humanité, qui l'oppose, et là j'ai souligné l'expression en bas de la diapositive, qui l'oppose très clairement au Woming Chongtu-lun, c'est-à-dire donc à la théorie du choc des civilisations défendue par les Américains. Et donc dans tous ces discours, le président insiste sur le fait que les pays du monde et d'Asie en premier lieu devraient s'ouvrir et s'interconnecter à travers justement les relations de commerce, d'investissement, etc. Et on voit bien donc que cette idée d'une communauté de destin pour l'humanité a pour présupposer la croissance économique qui est, je cite de nouveau le président, donc, qui est le véritable pilier de la civilisation. Donc notre président comprend bien en fait le développement de ce destin de l'humanité en termes de croissance économique. À preuve, donc, ce qui s'est passé au G20, au sommet du G20 à Bali en mi-novembre. Vous avez ici donc le président serrant la main de son hôte, de l'hôte de ce G20 en Indonésie, monsieur Joko Widodo. Ensuite, vous avez une série de poignées de main ici avec le leader du Chili, l'Argentine,
la Nouvelle-Zélande, le Sénégal, l'Italie, Madame Giorgia Meloni, celui-ci vous le connaissez, et plus récemment, nous retrouvons notre omniprésident en Arabie Saoudite, pas plus tard que la semaine dernière. Et là, en fait, cette poignée de main nous rappelle étrangement la prophétie de Huntington dans ce texte de 1993 qui est paru dans la revue Foreign Affairs et que nous avons lu la dernière fois, et qui est en fait un texte préparatoire au livre sur le choc des civilisations paru en 1996, quelques années plus tard. Alors ce texte s'intitulait The Clash of Civilizations avec un point d'interrogation. Donc le choc des civilisations avec un point d'interrogation. Donc en 1993, Huntington testait sa théorie et donc il ajoute un point d'interrogation après l'expression choc des civilisations. Et dans ce texte, je vous le rappelle, nous l'avions lu intégralement la dernière fois, il dit ceci: l'axe central de la politique mondiale sera vraisemblablement le conflit entre l'Ouest et le reste, en anglais the West and the rest, et les réponses que pourront donner les civilisations non occidentales au pouvoir de l'Occident et à ses valeurs. L'exemple le plus frappant de la coopération anti-occidentale est la connexion entre les États islamiques et confucéens, défiant le pouvoir et les valeurs occidentales. Et il en conclut ceci: l'Occident doit limiter l'expansion de la puissance militaire des civilisations potentiellement hostiles, principalement les civilisations confucéennes et islamiques, et exploiter les conflits et les différences entre les États confucéens et islamiques. Bon, écoutez, alors 30 ans plus tard, voilà ce que nous voyons, donc cette poignée de main, tout sourire, entre le prince Mohammed bin Salman et le président chinois Xi Jinping. Je rappelle que l'Arabie saoudite, probablement, enfin je pense qu'elle intéresse la Chine par son pétrole, forcément, mais aussi je pense que le président chinois n'oublie pas que l'Arabie saoudite est le siège de la Mecque, autrement dit le cœur du monde musulman. Donc tout ça, évidemment, nous laisse assez perplexes, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Alors, malgré ces efforts déployés par notre omniprésident pour contrer les big ideas américaines sur le choc, le piège de la guerre, avec sa propre big idea de la communauté de destin pour l'humanité, il reste que, alors nous sommes évidemment les pauvres Européens qui sommes sur le banc de touche, pour employer un vocabulaire d'actualité, à observer donc justement ce choc entre les deux mastodontes. Alors, ce que nous observons, c'est que les États-Unis et la Chine ont en commun l'idée que la notion de civilisation sert avant tout à définir la relation de rivalité et de confrontation entre eux deux. Et naturellement, à ce jeu, la Chine part gagnante avec ses 5000 ans de civilisation continue. Là, c'est sûr que les États-Unis ne peuvent pas rivaliser. Bon. Et puis, son harmonie confucéenne, qui serait dans les gènes, et son, son peu de goût pour la guerre, soi-disant. Bon, là aussi, quelque chose de tout à fait génétique chez les Chinois. Et alors, ce qui est tout à fait rassurant, c'est qu'en Europe même, nous avons bon nombre d'amis de la Chine qui aident justement à pousser à la roue. Alors, je citerai Jean-Pierre Raffarin, notre ancien Premier ministre et connu comme Monsieur Chine,
qui nous dit que le dialogue, c'est ce qui promeut l'équilibre. Et justement, la civilisation chinoise est une civilisation harmonieuse et équilibrée. Bon. En Grande-Bretagne, nous avons un personnage que nous avons cité la dernière fois, Monsieur Martin Jack, ça s'écrit Martin Jacques, bon, qui nous dit China offers a kind of new possibility, which is to abandon the law of the jungle, refrain from dominating power, transcend the zero-sum game, and open up a new path of civilized development featuring win-win cooperation, building and sharing. Bon, alors je traduis, la Chine offre une sorte de nouvelle possibilité qui consiste à laisser tomber la loi de la jungle, à s'abstenir d'être une puissance dominatrice, à transcender le jeu à somme nulle. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le vocabulaire des jeux, c'est un processus où les gains accumulés de tous les participants sont égaux à la somme des pertes. Autrement dit, une sorte de résultat nul, et à ouvrir une nouvelle voie, un nouveau chemin pour un développement civilisé qui mettrait en avant la coopération gagnant-gagnant, la construction et le partage. Donc là, nous avons des très très belles formules donc, de notre ancien Premier ministre français et de cet expert britannique. Alors, devant un tel déferlement de bonne volonté, de poignées de main, de sourires, de déclarations de bonnes intentions, alors nous, qu'est-ce que nous pouvons penser, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, simplement peut-être signaler que de nombreux intellectuels chinois, de tous bords d'ailleurs, ont eux aussi tenté une réflexion sur le chemin que devrait prendre la Chine depuis ces 2 dernières décennies, c'est-à-dire depuis le début du 3e millénaire. Alors, vous avez ce monsieur qui s'appelle Xu Jilin, qui se trouve être, alors bon, je taquinais un petit peu l'éditrice Odile Jacob pour sa propension à publier des best-sellers américains, et moi j'ai je le remarque vous-même si vous ne l'aviez pas déjà fait, que j'ai une propension à parler d'intellectuels shanghaïens, parce que mon mari était shanghaïen, donc j'ai une espèce de tropisme shanghaïen. Mais ce n'est pas ma faute, parce que en fait, il se trouve que beaucoup d'intellectuels chinois qui réfléchissent vraiment sont shanghaïens ou font leur carrière à Shanghai. Bon. Et je ferai remarquer aussi que les manifestations de fin novembre ont commencé à Shanghai aussi, donc loin du pouvoir central pékinois. Bien, je ferme la parenthèse. Alors donc, ce monsieur... Alors, c'est quand même un soulagement de le voir tout seul. Il n'est pas en train de faire une poignée de main à quelques puissants de ce monde. Et en plus, il est en train de poser devant ce que je crois reconnaître être les nymphéas de Claude Monet. Alors, je ne sais pas si c'est les originaux, mais c'est tout à fait possible que ce soit l'original du musée Marmottan, parce que M. Xu Jilin est venu en France plusieurs fois. Alors, il est professeur d'histoire dans une institution prestigieuse de Shanghai qui s'appelle donc Huadong Shifan Daxue, donc l'école normale, l'université normale de la Chine de l'Est, et qui est connue également sous un acronyme en anglais, ECNU, ECNU, East China Normal University. Alors, c'est quelqu'un qui est né en 1957. Alors, il se trouve que c'est la même année que mon mari.
et il a été, comme mon mari, frappé de plein fouet par la révolution culturelle, et donc n'a pas pu faire d'études supérieures jusqu'à la fin de la révolution culturelle. C'est-à-dire qu'il a dû attendre 1977 pour pouvoir entrer à l'université. Et à ce moment-là, il est donc entré à cette université normale de la Chine de l'Est à Shanghai pour recevoir une formation en pensée politique. Et à la fin des années 1990, au début des années 2000, il a pleinement profité de la période d'ouverture pour faire de très nombreux séjours d'enseignement et de recherche à l'étranger. Il est passé par l'Université chinoise de Hong Kong, l'Université nationale d'Australie, l'Université nationale de Singapour, par aussi l'Université Harvard aux États-Unis. Et il est également passé par le Japon, l'Université Aichi, l'Université de Tokyo. Et il est passé également par l'Academia Sinica de Taïwan. Il a enseigné également à l'Université de Colombie-Britannique, British Columbia University au Canada, par la Freie Université de Berlin, et il a fait également des visites à l'école des hautes études en sciences sociales ici à Paris. Alors, vous voyez que c'est quelqu'un qui est véritablement très très ouvert sur le monde, et ça se voit dans ce qu'il écrit, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a tout lu, qui a lu véritablement tout ce qui a pu se publier dans le domaine des sciences humaines et sociales dans le monde occidental. Mais son domaine de spécialisation reste quand même l'histoire intellectuelle de la Chine des XXe et XXIe siècles. Donc, ce qui en fait, au fond, un de mes collègues assez proches. Alors, c'est quelqu'un qui a la réputation d'être un libéral, qui ferraille en Chine même, à la fois contre ce qu'on a appelé la Nouvelle Gauche. Alors, Nouvelle Gauche, c'est un label qui prête très, très facilement à confusion. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais la Nouvelle Gauche, il faut savoir que ce sont des gens qui sont assez souvent proches des thèses officielles. Et il ferraille aussi, de l'autre côté, contre ce qu'on a pu appeler les néoconservateurs confucéens. Donc, au fond, M. Xu Jilin, c'est un grand ami des libéraux occidentaux et en particulier européens. On verra qu'il est assez pro-européen. Et c'est un auteur et un communicant extrêmement prolixe. Et certains de ses textes ont été traduits en anglais, notamment par le professeur David Ownby de l'Université de Montréal, que j'ai invité ici au Collège de France en juin dernier. Vous pouvez voir ces 4 conférences donc, en ligne sur le site du Collège. Alors, ce qui nous intéresse ici et maintenant, c'est que M. Xu Jilin s'est beaucoup intéressé au concept de Wenming, de civilisation, dans le contexte actuel chinois. Alors, il en parle en particulier dans ce texte de 2013 qui s'intitule « Ling yi ban Zhongguo Meng », c'est-à-dire l'autre moitié du rêve chinois. Donc là, vous avez une référence explicite là aussi à la grande idée, l'autre grande idée de Xi Jinping, le rêve chinois, Zhongguo Meng. Et le sous-titre, c'est He Zhong Wenming, Shizi Lukou de Jueze. Donc, quelle sorte de civilisation et quels sont les choix à faire
à la croisée des chemins. Le Shizilu, c'est le carrefour. Là, vous avez quelque chose qui vous montre le caractère assez imagé en fait, de l'écriture chinoise. Le Shizi, c'est le chiffre 10 qui s'écrit comme une croix en chinois, et donc ça désigne un carrefour, là où les chemins se croisent. Alors, c'est un texte qui se présente en 3 parties. Donc, la première partie s'intitule « Xiandai Xing », « Yi zhong xin de zhou xin wenming ». Donc, la modernité, une nouvelle civilisation axiale. Alors, une nouvelle civilisation axiale, je pense que ça fait référence évidemment à l'âge axial, fameux âge axial du 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne, où justement, enfin, selon notamment le philosophe allemand Karl Jaspers, vous avez une confluence justement de civilisation qui émerge à ce moment-là. Donc vous avez évidemment, c'est l'âge du Bouddha en Inde, de Confucius en Chine, des présocratiques en Grèce, etc., de la floraison de la civilisation hébraïque, etc. Donc cet âge axial dont le renouveau se trouverait maintenant avec ce concept de modernité. Alors, la deuxième partie s'intitule « 主流文明的对抗者、追随者、亦或发展者», donc résistant, suiveur, dénigreur ou promoteur de la civilisation dominante, point d'interrogation. Et enfin, la troisième partie, tout ça évidemment va demander à être explicité, mais enfin la troisième partie, « 通三统、公民宗教、 donc relier les 3 ensemble, la religion civile et le patriotisme constitutionnel. Bon, alors évidemment, ce programme, ce menu ne vous dit pas grand-chose, mais nous allons évidemment revenir dessus. Donc en gros, dans un premier temps, Xu Jilin décrit la modernité et fait la distinction entre modernité et civilisation. Donc il dit que la Chine est effectivement arrivée dans la modernité, mais elle doit encore trouver sa voie dans la civilisation. Alors dans la deuxième partie, Xu Jilin décrit les débats entre ceux qui résistent à la civilisation dominante, le Zhuliu Wenming, alors cette modernité, disons, occidentale. Alors, il y a les débats entre ceux qui résistent, ceux qui sont partisans, les suiveurs, les promoteurs de la civilisation dominante actuelle, tout en rappelant l'écart qu'il y a entre les valeurs universelles et le soi-disant modèle chinois. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, Xu Jilin pense que la Chine, en fait, devrait trouver sa propre voie, c'est-à-dire une voie médiane entre les 2 conceptions, c'est-à-dire entre la modernité occidentale d'un côté et la civilisation de l'autre. Alors, dans la première partie, qui s'intitule, je le rappelle, « Modernité, une nouvelle civilisation axiale », Xu Jilin dit ceci, je résume un petit peu la teneur de ses propos. Donc, la crise de civilisation en Chine, qui a duré 1 siècle et demi, c'est-à-dire ce que la propagande du Parti communiste chinois appelle volontiers le siècle des humiliations, qui a commencé au milieu du XIXe siècle avec les guerres de l'opium et les agressions des puissances occidentales, auquel est venu ensuite s'adjoindre le Japon. Donc, ce siècle des humiliations a duré donc à peu près 1 siècle, entre le milieu du XIXe et l'avènement, enfin, en 1949, milieu du XXe siècle, du régime communiste en Chine. Alors, cette crise de civilisation, selon Xu Jilin, n'est pas encore résolue, bien que la Chine
soit devenue effectivement riche et puissante. Donc elle se trouve face maintenant à cette modernité, mais qu'est-ce que, au fond, la modernité? Et ici, Xu Jilin cite le sociologue israélien Shmuel Eisenstadt, pour qui, depuis le XVIe siècle, un nouvel axe de civilisation a progressivement émergé en Europe occidentale, à savoir la civilisation dite moderne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette civilisation moderne? Alors, Xu Jilin constate qu'il y a eu de nombreuses études et interprétations à ce sujet, mais ce qu'il veut faire d'abord, c'est la distinction entre deux niveaux très importants de la civilisation moderne, à savoir d'un côté la modernité, qui est selon lui neutre sur le plan des valeurs, et de l'autre la civilisation, qui a une orientation claire sur les valeurs. Donc, en gros, la modernité concerne essentiellement la richesse et le pouvoir, et la seconde, la civilisation, concerne un ensemble de valeurs et les cadres institutionnels qui leur correspondent. Alors, cette distinction entre modernité et civilisation, elle revient tout le temps dans ce paragraphe que j'ai isolé ici sur la diapositive. Alors, je fais comme si vous lisiez tous le chinois, donc disons que ce qui est quand même repérable pour vous, c'est la récurrence de cette expression ici. Est-ce que je vais retrouver une flèche? Oui, bon, bien. Donc ici, la première... Est-ce que je retrouve une flèche? Oui. Alors ici, donc la première expression ici en rouge, donc c'est fu qiang, c'est-à-dire donc la richesse et la puissance. Et la deuxième expression qui revient, c'est wenming, donc le fameux mot chinois pour civilisation. Et donc j'ai voulu souligner en rouge, même pour ceux qui lisent pas couramment le chinois, donc cette récurrence de cette opposition entre fuqiang et wenming à travers le texte. Alors, que dit ce texte? Il dit donc depuis 2008. Ça aussi, c'est quelque chose que tout le monde peut lire en début de texte. Depuis 2008, la montée en puissance de la Chine est devenue un fait mondialement reconnu. Alors maintenant, la question est de savoir quelle est la nature de l'essor et de la modernité qu'elle apporte. Et là, Xu Jilin fait référence à deux grandes figures de la fin de la dynastie Qing, c'est-à-dire de la dynastie Mandchoue, la toute dernière du régime impérial, qui s'est effondré en 1911, il y a à peu près un siècle. Donc ces deux figures sont Yan Fu et Liang Qichao. Donc ces deux figures ont découvert qu'il y avait deux secrets derrière la montée de l'Occident. D'une part, la richesse et la puissance, fuqiang, et d'autre part, la civilisation, wenming. Alors, cependant, aux yeux des générations de Chinois qui sont arrivés après, la richesse et la puissance sont d'une importance primordiale, alors que la civilisation peut attendre. Depuis longtemps, la richesse et la puissance l'emportent donc sur la civilisation, et l'attitude chinoise à l'égard de la civilisation moderne est préoccupée non pas par les valeurs de la civilisation universelle et des systèmes juridiques et politiques correspondants, mais par l'aspect technique dénué de valeur de la science et de la technologie, l'ordre rationnel et son esprit capitaliste.
Et donc, après un siècle et demi de travail acharné, à essayer de résister justement à ces multiples humiliations, le rêve chinois, Zhonggomong, donc c'est l'expression du président Xi Jinping, est enfin devenu réalité. Mais ce rêve n'est qu'à moitié réalisé. C'est une modernité incomplète où richesse et puissance ont émergé, mais où la civilisation est encore dans les limbes. On la cherche encore. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces deux termes, donc richesse et puissance d'un côté et civilisation de l'autre, vous les retrouvez, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, au premier rang des 12 valeurs socialistes promues par le président Xi Jinping. Vous les avez ici, donc, au premier rang, Fuqiang, ici, donc, richesse et puissance, et Wenming, ici, civilisation. Donc, sur la première rangée de ces 12 valeurs, qui sont censées donc représenter le Zhonggomong, c'est-à-dire donc le grand rêve chinois. Mais ce que, évidemment, vous ne percevez pas en voyant cette liste de valeurs socialistes, c'est que ce sont des références très anciennes à des traités de l'école qu'on a appelée légiste, Fajia, qui a permis notamment au premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi, d'unifier tout le territoire, l'espace chinois de l'époque, et d'en faire le premier empire centralisé en 221 avant l'ère chrétienne. Et il est dit justement, préconisé dans ces traités légistes, que la clé justement de cette hégémonie que visait le premier empereur, c'est précisément Fuguo, c'est-à-dire enrichir le pays, et Qiangbing, c'est-à-dire renforcer l'armée, renforcer la force, la puissance militaire. Et vous avez ici, en contrepartie, le titre d'un ouvrage sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, qui s'intitule en anglais précisément Wealth and Power, et qui reprend ces deux caractères chinois, Fu et Qiang. Alors, vous avez ici donc la référence tout à fait explicite dans un de ces traités de l'école légiste, qui s'intitule Shang Junshu, c'est-à-dire le livre du prince Shang, où il dit que justement, en fait, le secret pour s'imposer dans le monde, c'est, on retrouve cette expression en rouge, renforcer le pays et, enrichir le pays et renforcer donc la force, la puissance militaire. Et ce passage, enfin, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais c'est tout à fait intéressant aussi de voir que cette formule, qui est un petit peu un slogan légiste du premier totalitarisme chinois antique, revient dans les principes de la période Meiji au Japon, c'est-à-dire donc de cette période justement qui a commencé au milieu du XIXe siècle et qui a permis au Japon de s'imposer dans toute l'Asie et ensuite d'être une puissance de confrontation pour le monde entier, puisque le Japon a eu sa part tout à fait prenante du deuxième conflit mondial. Donc vous voyez que là, nous sommes dans quelque chose de tout à fait musclé, qui n'a pas grand-chose à voir avec la civilisation. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là pour vous souhaiter de passer des très bonnes fêtes, rester en forme surtout, et nous nous revoyons le jeudi 5 janvier, ici même, selon la
formule qui m'est chère, donc si le Bouddha nous prête vie. Merci.